d'abord, avant d'évoquer une nouvelle proposition, je laisserai la parole à Stéphane et Daniel qui ont lu vos 10 nouveaux principes dans cette nouvelle mouture. Vous parlez de continuité, même s'il y a une petite révolution par rapport au projet en 2021. Comment vous avez vécu, ça va intéresser nos auditeurs puisque votre parole est rare, ces 2 jours en avril 2021, quand l'Europe du football, dans sa grande majorité, je parle du peuple, du football, je parle des hommes et femmes politiques également qui sont emparés du sujet, ont rejeté massivement votre première proposition? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut revenir un peu plus loin que ces 2 jours pour comprendre ce qui s'est passé en avril 2021. Il faut remonter à 2020, il faut même remonter à 2019, où des clubs sont en train de réfléchir à comment stabiliser une planète football qui est devenue folle, avec des transferts, avec une inflation, avec des pertes dans tous les clubs. Et puis, il y a une réflexion qui se fait avec tous les clubs, avec tous les stakeholders ou toutes les parties prenantes du football. Puis arrive le Covid, qui rend le problème encore plus grave, parce que les stades sont fermés, parce que les fans ne sont plus là, parce qu'il n'y a même plus de foot pendant des mois. Et puis un système qui était déjà fragile se voit en danger. Donc il continue à y avoir des conversations entre plusieurs clubs, et puis qui ne sont pas si secrètes que ça d'ailleurs, parce qu'en janvier 2021, il y a un communiqué assez choquant des fédérations et de l'UEFA qui dit attention, si quelqu'un s'amuse à penser à autre chose que ce que nous proposons, c'est-à-dire le format suisse qui a été présenté plus tard, eh ben, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça n'arrive pas. On sanctionnera les clubs, on sanctionnera les joueurs, ils ne pourront pas jouer la Coupe du Monde. Enfin, c'est assez moche comme déclaration. Et ça, c'est en janvier 2021. Les clubs qui sont de l'autre côté en train de souffrir, qui prennent les risques, qui payent les salaires et qui sont en train de perdre de l'argent, disent non, mais nous, on veut réellement proposer une solution. C'est une proposition de projet qui effectivement a un format pour les 20 premières équipes au niveau européen, mais qui était une proposition voulue à démarrer un vrai débat la veille de l'approbation du format suisse qu'aujourd'hui vous connaissez tous et qu'on ne comprend pas tous en réalité, parce que c'est un format assez bizarre avec plus de matchs aller-retour. Enfin, on va l'écrire dans. Je serais ravi si vous pouvez me l'expliquer. Ce que vous voulez dire, Monsieur Larry, c'est que vous discutez pendant des mois avec des clubs qui sont d'accord sur l'idée qu'il faut faire quelque chose parce que le football ne va pas bien. Vous discutez, vous montez le projet, et quand Nicolas faisait référence aux 2 jours où tout s'est écroulé, vous vous êtes senti trahi par ces clubs qui, devant les mouvements de l'opinion et les politiques qui se sont mobilisés, ont semblé vouloir un petit peu vous lâcher ? Non, enfin, je ne pense pas qu'on parle de trahison. D'ailleurs, si on parle de trahison, il faut parler de 2019 où le président de l'ECA a été trahi par l'UEFA et non l'inverse, en fait. Mais je pense qu'il y a eu tellement de pression. L'UEFA a déclaré la guerre aux clubs. Elle a voulu les lyncher, elle les a insultés, elle les a menacés. Et moi, en quelque sorte, je comprends les clubs qui n'ont pas eu le courage de rester sur la scène et de dire non, on a réellement un problème, il faut qu'on en parle. Ils ont préféré aller se cacher. Mais là, qui est autour de la table aujourd'hui? Parce que les clubs en question, est-ce qu'ils ont encore envie? Est-ce qu'ils sont encore avec vous? Parce que la position de l'UEFA n'a pas changé. Les menaces dont vous parlez, elles existent toujours, etc. Donc, qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Mais si je réponds... Alors, je vais vous dire ce qui a changé. Mais si je réponds à votre question en donnant des noms et des clubs, je pense qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Et je n'ai pas envie qu'ils le fassent. Alors, ni les 12 d'ailleurs, ni les 50 à qui on parle. Mais... qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, dans le grand public, en tous les cas, on dit voilà, c'est le Real et le Barça qui portent, et puis un peu la Juve, mais qui a d'autres chats à fouetter, surtout en ce moment, que ça. Et puis c'est tout, quoi. Les clubs anglais sont plus là, les clubs français, il n'y en a pas, les clubs allemands non plus. Donc, qu'est-ce que vous représentez qui, monsieur? Ça, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a énormément de clubs qui parlent. Il va nous le dire. Ça, je le sais. Alors ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on parlait à peu près 50 clubs. Si je m'amuse à donner la liste, demain ils passent un sale quart d'heure tous, et j'ai pas envie qu'ils le fassent. D'ailleurs, ils partagent avec nous un constat que j'aimerais bien partager avec vous. Mais pour revenir à ces clubs, à ces 3 clubs
qui osent le dire encore aujourd'hui, c'est parce que ça fait 2 ans qu'ils tiennent le coup et qu'ils osent parler publiquement et qu'ils n'ont pas peur. Ils ont été menacés de sanctions. Il y a tout un procès en cours en Espagne dont je vous épargne les détails, mais qui les protège contre des sanctions de l'UEFA. Il y a eu une résolution il y a une semaine ou 2 qui les protège de manière assez claire et définitive. Donc eux n'ont pas peur, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur, parce qu'ils sont dans un système où c'est très facile de les sanctionner, où les règles ne sont pas blancs ou noirs, les règles sont grises, et puis la personne qui est en charge de les interpréter n'est pas contrôlée par quelqu'un d'autre. Donc les gens ont peur. Anas Agheri, fondateur, je rappelle, de la société A22 à l'origine du projet Super League, qui a d'ailleurs changé de nom désormais dans votre communiqué aujourd'hui, où vous éditez vos 10 nouveaux principes. C'est désormais la Ligue européenne du football. Le premier, et c'est le plus important, est intitulé « Des compétitions ouvertes et méritocratiques qui réuniront 60 à 80 équipes avec plusieurs divisions ». Ça, c'est la révolution par rapport à la première version, puisque sur la première version, les fans de foot, ce qu'ils ont rejeté et ce qui culturellement n'est pas accepté par nous, c'est le côté fermé. On est ouverts tous à la discussion à partir du moment où c'est ouvert et qu'il y a la méritocratie. Je crois que, j'imagine et j'espère que ça, vous l'avez compris, parce que c'est le pas vers le dialogue. Est-ce réellement ouvert ? C'est la question que je vais poser à Anas Agheri, parce que vous réunirez donc 60 à 80 équipes. Sur quelle base, quels critères les clubs pourront participer à vos compétitions européennes ? C'est ça qui compte ce soir. Alors, après avoir parlé avec plusieurs clubs, le constat est clair. Ce que veut tout le monde, c'est que tout le monde soit traité de la même manière, et tout le monde sera traité de la même manière. Personne n'aura de privilège. Ce sera une compétition complètement ouverte. Les critères exactement de qualification qui seront faits sur la base du mérite sportif doivent être définis, mais personne n'aura de privilège dans cette nouvelle compétition sur laquelle on est en train de travailler. Je n'ai pas de format parce qu'on est encore en train de parler avec les différentes parties prenantes. Et que vous attendez la décision de justice du mois de mars, c'est ça qui donnera le feu vert pour aller plus loin en fait. Alors la Cour européenne de justice va statuer sur le monopole de l'UEFA et est-ce que l'UEFA abuse de son pouvoir pour protéger une position très confortable aujourd'hui. Et oui, effectivement, une fois qu'on aura cette résolution, l'UEFA a du souci à se faire. Alors pour être très concret, Anas Agheri, sur le principe de l'ouverture et de la non-fermeture du coup, imaginons, le Real fait une très mauvaise saison, la saison qui précède votre première Coupe d'Europe, qui termine 5e, 6e, 7e de Liga. Est-ce qu'il ne participera pas à votre nouvelle Coupe d'Europe ? Le Real ou Chelsea, par exemple. On a le cas c'est ça de la question. Liverpool, par exemple, qui est 10e en Angleterre, ou la Juve qui est. Est-ce que ça vous pouvez nous dire ce soir ? Alors, on n'a pas de format, on ne sait pas encore combien de clubs vont se qualifier de quel pays, mais ce que je peux vous dire, c'est que comme aujourd'hui le Real Madrid peut être en deuxième division espagnole s'il perd tous ses matchs sur une saison, ça arrivera aussi au niveau européen. Et il n'aura pas de traitement de faveur. Personne n'aura un traitement de faveur. Alors moi, j'ai noté on rappelle qu'aujourd'hui, vous n'avez pas présenté un format de compétition. Ça reste, il y a des principes. C'est compliqué d'être contre vos principes. Hein. Franchement, il y a pour critiquer ces principes-là, voilà. Mais il y a quand même une ou deux petites phrases amusantes qui se glissent dans les principes. Et j'ai noté celle-là avec mon esprit un peu tordu. Afin d'améliorer la viabilité, les dépenses devraient reposer uniquement sur les ressources générées et non sur des injections de capitaux qui faussent la concurrence. Les règles de viabilité financière devraient permettre aux clubs de ne dépenser qu'un pourcentage fixe de leurs recettes annuelles. Donc là, c'est un coup de pied. C'est ce que prévoyait le fair play financier. Exactement. C'est un coup de pied que vous envoyez clairement aux clubs États que sont le Paris Saint-Germain et Manchester City. Ou Newcastle. Ou Newcastle, ouais. Vous pensez que ces clubs-là sont dangereux pour les vertus que vous souhaitez défendre au niveau européen ? Je pense en réalité que tout le monde devrait être à l'abri d'une inflation incontrôlée qui vient du fait que quelqu'un peut se permettre de faire joujou avec un club de foot et perdre 400 millions d'euros par an, ou pourquoi pas 2 milliards d'euros par an d'ailleurs, en achetant tous les joueurs. Que Paris, c'est 300 millions d'euros de pertes l'année dernière, hein, 300 millions d'euros de pertes sur l'exercice 2021-2022. Pardon de vous avoir coupé. Ouais. Donc en fait, on pense que c'est très mauvais d'avoir des gens qui
qui constamment perdent de l'argent en opérant un club, et que c'est pas bon parce que ça crée de l'inflation. Parce que quand un club arrive et qu'il a les moyens de le faire, qu'il a les moyens de perdre de l'argent, et ben il crée de l'inflation pour d'autres clubs qui n'ont pas les moyens, mais qui malheureusement peuvent suivre et se retrouver dans des situations très délicates. Puis il y a aussi le cas des clubs qui, après avoir vécu longtemps aux frais d'un propriétaire riche, le jour où ce propriétaire s'en va, ce club descend aux oubliettes. Donc c'est pas sain, c'est pas un environnement qui permet aux fans d'avoir un club qui peut se développer de manière normale. Mais est-ce que c'est pas ça la raison majeure? Oui, le fair play financier est très important. Est-ce que c'est pas la raison majeure de votre projet finalement? Est-ce que c'est pas les vieux clubs, type le Real Madrid, c'est Barcelone, les clubs historiques qui voient leur monopole menacé précisément par ces nouveaux riches? Allô? Oui. Alors, il y a pas de. Je pense pas qu'il existe un monopole aujourd'hui. Je pense pas qu'il existe un monopole aujourd'hui dans le. Je pense pas qu'il y ait des clubs qui se sentent menacés, mais si tout le monde joue avec les mêmes règles, et ben tout le monde peut jouer sur le terrain avec les mêmes règles. C'est comme si on disait, est-ce qu'on peut jouer avec 13 joueurs ou 14 joueurs contre 11? Ben non, on joue 11 joueurs contre 11 joueurs. C'est tout. Moi, je vais vous le dire très clairement, c'est ce qui m'intéresse dans votre projet. Fondamentalement, c'est ça. C'est que je trouve que, effectivement, on doit jouer avec les mêmes règles et que c'est le principe même du sport que de s'opposer. C'est pour ça que le fair play financier nous séduisait tous à l'époque. Sauf qu'on voit bien que on voit qu'il a été jeté à la poubelle. Il a été jeté à la poubelle depuis, Daniel. Tu vois. Donc, ce que vous annoncez, c'est finalement. Outre la partie où on a bien compris que vous avez tiré les leçons et que plus personne ne veut de quelque chose de fermé, il y aura aussi la survie des championnats nationaux. C'est une question pour plus tard, très important, parce que ça touche beaucoup des gens qui nous écoutent. Mais vous voulez apporter une dose de contrôle, parce que si ça n'a pas pu se faire jusque-là dans les championnats avant, c'était que les législations en Europe, dans les différents pays, étaient différentes. Et on avait du mal à uniformiser, que ce soit la fiscalité, les pertes des uns des autres. On arrivait toujours, on va dire, entre guillemets, à magouiller pour ne pas se faire choper sur des dépenses complètement folles. Vous croyez que dans une organisation privée comme la vôtre, on pourra contrôler les dépenses des uns des autres et inscrire ça dans une sorte de cahier des charges qui sera respecté? Parce que dans ce cas-là, ça devient vraiment intéressant alors. Mais c'est quasiment comme l'explique Daniel. Est-ce que tout le monde voudra se soumettre à ces règles? Quand on croise tout dépend législations sociales, les législations fiscales des différents pays, sauf s'il y a un accord des clubs pour respecter les règles. C'est très bien que vous posiez la question, parce que c'est des questions qu'on s'est posées. C'est des questions qui ont des réponses dans la proposition initiale, notamment la fiscalité. La fiscalité n'étant pas la même dans les pays, il faut trouver une règle qui permet d'harmoniser. Et on avait trouvé une solution à ça. Donc des clubs qui bénéficiaient d'une fiscalité privilégiée étaient pénalisés. Et au contraire, si des clubs étaient dans des juridictions qui étaient très fiscalisées, elles devaient au final être bénéficiées dans ce système. Maintenant, on avait répondu à ces questions et on avait clairement établi des règles. Aujourd'hui, des règles existent au niveau des ligues locales. Il y a des ligues qui l'appliquent plus que d'autres. Et puis surtout, c'est possible d'avoir une règle au niveau européen qui soit une condition nécessaire pour pouvoir participer à la compétition européenne. Je pense que ce serait sain d'harmoniser toutes les règles de fair play au niveau européen. Elles existent aussi au niveau européen, elles sont juste pas appliquées. Je reviens juste encore une fois à l'ouverture de votre compétition, parce qu'on a beaucoup de messages, tout le monde ne comprend pas très bien. Imaginons, le champion de Belgique, par exemple, ou d'Écosse, pourrait participer à votre C1 à vous, s'il le pouvait. Déjà, ils ont du mal à participer à la C1 d'aujourd'hui. Le champion de Belgique est en phase de poule directement, par exemple. Faut pas oublier que c'est pas... Non, mais le système n'est que semi-ouvert aujourd'hui. N'est pas complètement ouvert aujourd'hui. Il faut pas oublier ça. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la première saison de la Coupe d'Europe du projet Super League. Qui va y participer? C'est ça la réalité. Est-ce que ce sont encore les 4 premiers de Liga, de Serie A, de Bundesliga, de Première Ligue, plus 2 ou 3 Français, plus un champion belge, plus un champion écossais? Non, mais c'est ça. Pourtant, c'est central. Je pense que ce que les gens qui nous écoutent veulent savoir ce soir, parce que c'est sur ce point-là que vous avez été rejeté massivement il y a 2 ans. Oui, alors si on parle de pyramide européenne, et puis vous avez posé la question du championnat belge ou du championnat hollandais, j'ai envie de donner un exemple.
il y avait en 2019, il y a l'Ajax Amsterdam qui a fait une super saison, une belle épopée, qui à quelques minutes de la demi-finale aurait pu même aller en finale de Ligue des Champions. Je veux juste rappeler que l'Ajax Amsterdam, d'un point de vue revenu, reçoit 10 millions de télévision au niveau local, quand Norwich, qui a été relégué l'année dernière et qui était le dernier dans la Première Ligue, reçoit 120 millions d'euros, reçoit le double du PSG et 12 fois ce que reçoit l'Ajax Amsterdam. Donc, en réalité, il y a déjà une injustice dans le système actuel qui fait que l'accès pour des équipes potentiellement très importantes est très restreint. Donc aujourd'hui, le champion de Belgique n'a pas d'accès direct, il doit passer par des phases préliminaires. Et puis ces phases préliminaires ont lieu le 27 août ou le 25 août, à 5 jours. Le champion de Belgique, je vous coupe, excusez-moi, actuellement est qualifié directement pour la phase de poule, par exemple. D'accord, mais il y a des pays européens. Oui, mais il y a des pays européens qui doivent passer par des tours préliminaires. En fait, ils ont gagné ce droit, tu fais bien de le rappeler, mais par le biais des points UEFA qui ont été cumulés sur les saisons précédentes. C'est pareil pour le Portugal qui a 1+1, la France qui a un 2+1. Donc c'est les résultats des années d'avant. Des championnats, pas des clubs. C'est les résultats de l'année d'avant qui te donnent le droit de des 3 années précédentes, exactement. Voilà. Bref. Avançons. Bon, vas-y. Et ça, cet équilibre-là, cet équilibre financier, vous pourriez jouer dessus. C'est-à-dire, parce que je suis d'accord avec vous, quand vous dites que l'Ajax touche une somme absolument modique de droits télé par rapport à un cadre anglais. Mais comment ça peut s'équilibrer, un truc pareil ? Ça veut dire que dans le diffuseur qui achèterait votre compétition, vous feriez une répartition plus égalitaire des droits télé ? Oui. Comme le fait la Première Ligue, je pense que la Première Ligue est un exemple. La Première Ligue est une ligue qui a des matchs intéressants tous les week-ends. On a tous envie de voir une affiche de Première Ligue le week-end. Ils font un super beau spectacle. Et en Europe, on a le choix. On essaye de faire quelque chose de vraiment bien, ou alors on reste les bras croisés. Et c'est fini pour nous. C'est réellement fini pour nous. Nous, on aime bien aussi, Stéphane Guy a aimé voir Lorient-Lens ce soir, par exemple. Je pense que les Français sont attachés aussi à leur match de Ligue 1. Moins sexy peut-être qu'un Tottenham Manchester United. En fait, ce que je ne comprends pas sur cette question, et on va je ne suis pas en train de dire... Allez-y. Je ne suis pas en train de dire qu'on renonce, si vous lisez le deuxième principe est que les ligues nationales sont le socle du football et qu'on veut jouer les ligues nationales. Maintenant, il y a une ligue nationale en particulier qui fait un très bon boulot. Et je pense qu'au lieu de la critiquer ou de regarder le marché des transferts en disant c'est fini, je pense qu'il faut agir. Je pense qu'il faut dire qu'est-ce qu'ils font de bien qu'on peut aussi faire nous pour avoir un marché européen un peu plus équilibré. Et personnellement, je passe. Je pense qu'avoir une compétition européenne très très forte et qui soit juste envers tous les clubs peut permettre de faire un très bon produit. Alors c'est là qu'on doit parler du fan, parce que ça fait 20 minutes qu'on parle, on n'a pas parlé des fans. Et on n'a pas parlé du produit. Le produit, c'est ce que les gens regardent à la télévision. Les fans du foot dans l'Europe continentale, aujourd'hui, sont en train de perdre le football. Alors, je vais vous donner un exemple, puisque je vis en Espagne. Il y a 5 ans, il y avait 4 millions de souscripteurs qui payaient pour voir du football en Espagne. Aujourd'hui, il y en a 2,5 millions. La solution, ça a été d'augmenter les prix de 60% pour compenser la baisse des souscripteurs. Vous parlez des abonnés télé. Vous parlez des abonnés télé. Est-ce que oui, et d'ailleurs le système est menacé. Des abonnés télé, on les presse encore plus. Oui, on les presse encore plus. En plus, ils doivent s'abonner à plusieurs chaînes de télévision ou à plusieurs paquets pour voir la Champions League ou un match du dimanche ou le match du samedi qui sont différents. C'est une expérience horrible pour le fan. Et donc le fan qui avant regardait de manière régulière le football commence à le délaisser, et surtout les jeunes générations. Ce que vous dites là, c'est incontestable. C'est football. Vous connaissez l'exemple espagnol et vous nous en parlez, mais l'exemple français est là aussi pour le rappeler. C'est que les gens se détournent de la Ligue 1, c'est évident. Enfin, d'ailleurs, personne ne publie aucun chiffre de peur d'affoler. Bien sûr, parce qu'on a les droits de télé au plus offrant. Le nombre d'abonnés, en fait, on est tous attachés à la compétition nationale, et je ne crois pas que dans ce projet, il faille craindre quoi que ce soit, parce qu'après tout, il y a bien la Coupe d'Europe en milieu de semaine et on regarde tous les matchs du week-end. Donc je ne vois pas en quoi il y aurait une crainte de ce côté-là. En revanche, on est attaché de façon parfois exagérée et presque caricaturale, parce que moi aussi je suis attaché à mon championnat, mais néanmoins Stéphane a raison. Va pas regarder les chiffres d'audience d'un Strasbourg-Lens sur Amazon ou parce qu'il y a 3 personnes.
Il faut dire également la vérité de ça. La vérité de ça, c'est que sur les matchs de Coupe de France, les affiches des quarts de finale qui vont venir, je ne sais pas s'il y aura un match en clair, peut-être un. Il y en aura un. Eh bien, le match qui fera le plus d'audience, c'est Marseille-Annecy. Alors que c'est une Ligue 1 contre un club que personne ne connaît. Parce qu'Annecy, c'est même pas un club historique de Ligue 2, c'est rien. Marseille-Annecy. Alors que tu auras un Nantes-Lens, par exemple. Parce que tu as 2-3 équipes qui polarisent du monde et qui font venir du monde. Mais les autres, non. Et à un moment, ça crée des trous. Et ça, effectivement, il faudrait remédier à ça. Donc, je ne sais pas si ce système-là peut le faire, mais en tout cas, il faut réinventer quelque chose. Tu as raison, Daniel. Mais comment vous faites pour réenchanter le football et pour repassionner les jeunes, notamment? Parce que ça, c'est un grand défi, quand même. Vous n'allez pas faire des matchs de 10 minutes parce que les formats aujourd'hui. Je précise juste sur le format, pour l'instant, qui n'est pas encore détaillé. Ce soit 14 matchs minimum par club qualifié dans vos Coupes d'Europe. Je rappelle que l'UEFA en promet 8 minimum dans sa nouvelle mouture avec des champions qui seraient effectives à partir de 2024. On parlera également du calendrier dans un instant, mais je vous laisse répondre à la question de Stéphane Guy. Oui, alors, quand on commence la saison pour un club, savoir qu'on joue 14 matchs ou avoir le doute entre jouer 6 matchs ou 17 matchs, c'est quand même un grand changement. Ça permet de prévoir une équipe qui tienne le coup, ça permet de faire une préparation physique qui fasse qu'on a un calendrier qu'on connaît déjà. Ça permet de protéger la santé des joueurs. Et je pense qu'avoir une visibilité sur ce qu'on va sur un calendrier est très très important. Maintenant, si on offre à plus d'équipes, plus de matchs européens, tout en gardant le nombre de matchs qui se jouent par année, je pense qu'en réalité, on peut offrir un meilleur produit aux fans. Est-ce que c'est un produit qui va être meilleur, je pense? Est-ce que c'est un produit qui va être plus cher? Pas forcément, parce que si plus de gens le voient, il sera plus accessible. D'ailleurs, il y a un point dans le projet initial qui n'a pas été du tout relevé, parce que ça n'intéresse pas l'UEFA d'en parler ou de le débattre, c'est que les 12 clubs qui avaient fait cette proposition avaient accordé de diffuser 4 matchs gratuitement sur leur plateforme, 4 des 18 matchs qu'ils jouaient. Et ça, c'était clairement pour faire en sorte que les fans et que les jeunes générations puissent accéder au contenu, puissent voir les matchs de football et puissent suivre le football. 4 matchs gratos, effectivement, ça je me souviens pas du tout avoir lu ça. Alors après, attends, je vais juste reposer une question concrète, Stéphane, je te reparle dans un instant. Pour ceux qui nous écoutent, on a beaucoup de messages, vous imaginez bien ce soir. Imaginons le PSG participe au titre de son titre de champion de France à votre Coupe d'Europe numéro 1, à votre C1, votre Ligue des Champions, à vous. S'il échoue dans sa campagne européenne, est-ce qu'il est rétrogradé, il change de division? Est-ce que c'est ce qui est prévu, mais il reste en Coupe d'Europe malgré une 8e place en Ligue 1, imaginons? Alors, j'ai pas de réponse à cette question, parce que c'est quelque chose qui fait partie. Oui, je sais. Si le PSG est assuré grâce à ces matchs européens d'être, quoi qu'il arrive, en Coupe d'Europe en C1 ou C2, peut-être que Daniel, c'est là que je te rejoins pas, le PSG balayera la Ligue 1 et n'aura pas sa meilleure équipe. Et on n'aura pas, nous, la chance de voir un OM PSG d'intensité folle. Très franchement, Nico, moi, je comprends parfaitement cette question, mais si tu regardes sur les 10-20 dernières années, la plupart c'est tout le temps les mêmes équipes que tu revois en Ligue des Champions, et c'est tout le temps les mêmes qui arrivent en tête des championnats parce qu'elles ont plus d'argent. Oui, mais c'est en train de bouger, tu le dis régulièrement dans l'after depuis quelques jours. Il se passe des choses en Ligue 1 aussi. Est-ce que le phénomène ponctuel suffit à faire une règle? La révolution, c'est de mettre un vrai doute par rapport à ça. L'égalité au niveau financier. Moi, j'ai du mal à croire que ce soit possible, mais en tout cas, ça, c'est une vraie révolution pour le foot. En fait, la seule clé de votre raisonnement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Monsieur Lagrari, c'est finalement l'acceptation des clubs. Est-ce que les clubs, voyant ce qui se passe et les écarts sur le marché des transferts entre ce qu'a fait la Première Ligue par rapport à cet hiver et ce qu'ont fait tous les autres championnats mis ensemble, est-ce que cette peur-là de finalement ne retenir plus personne et de voir tout le monde sans arrêt partir là-bas et créer une Super Ligue à eux finalement, est-ce que ça peut les conduire à accepter une régulation? C'est ça la clé pour que votre projet soit viable finalement. C'est que les clubs l'acceptent, et les Allemands en premier, parce qu'on n'a pas parlé des Allemands, mais ils ont un modèle qui est quand même assez fantastique, les Allemands. Oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que les clubs sont la clé, c'est pour ça qu'on leur parle. Et on leur parle, et ils sont tous d'accord que ça ne va vraiment pas, et ils sont tous d'accord que l'UEFA est en déni. L'UEFA est en déni de réalité. L'UEFA et les dirigeants du football qui protègent leurs privilèges sont en réalité comme l'orchestre du Titanic qui joue de la musique pendant que le Titanic coule. Ils veulent juste que tout le monde reste tranquille pendant qu'on meurt tous ensemble. Et ça, c'est ce que les clubs n'acceptent pas. Ils ont peur des menaces, effectivement. Ils ont peur d'être sanctionnés et que les autres ne le soient pas. Mais par contre, tout le monde est d'accord que
Ce qu'il y a maintenant ne fonctionne pas. La solution qui a été pour l'instant utilisée en France, par exemple, ça a été de vendre les bijoux de famille. Ça a été de vendre 13% des droits à perpétuité pour avoir un peu d'argent pour survivre. Mais on va faire quoi dans 3 ans? On va revendre 13% plus? Non, mais à l'inverse, les Anglais n'ont aucun intérêt à souscrire à votre projet. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils sont surpuissants, ils se régalent, les droits télé augmentent. Qu'est-ce qui peut pousser des clubs anglais à venir avec vous? Ça, j'arrive pas trop à comprendre. La réponse est très simple. S'il y a une très bonne compétition en Europe, pourquoi, en plus de leur première ligue, ils ne viendraient pas jouer en Europe? Parce que vous enlevez une compétition européenne à la première ligue, d'un coup, elle a beaucoup moins d'intérêt. Moi, là où je vous suis, c'est qu'effectivement, je crois qu'on ne dit pas assez à quel point on a parié en vendant les 13% à CVC, on a parié sur une augmentation des droits télé qui n'arrivera probablement pas. Et que si les droits baissent, ça va être assez terrible pour les finances de nos clubs qui vont devenir simplement des clubs formateurs. Que je crois qu'en Espagne et en Italie, la situation n'est pas beaucoup plus reluisante au niveau des finances parce que la course a toujours plus de masse salariale. C'est en train de faire très mal au championnat d'Italie et peut-être même au championnat d'Espagne. Donc, une sorte d'alliance objective dans un nouveau projet régulé pour ne pas se faire manger par les Anglais. Je comprends l'idée. Après, j'ai du mal à comprendre pourquoi les Anglais seraient intéressés. Est-ce que ça pourrait se faire sans eux, finalement? Je ne crois pas. Écoutez, c'est un projet qui est, comme on l'a dit aujourd'hui dans les principes, c'est un projet qui est ouvert au moins aux 27 pays de l'Union européenne. C'est un projet qui se veut inclusif. On va exclure personne, on va interdire à personne de venir. Mais par contre, il y a des grands clubs en Europe qui ne sont pas des clubs de première ligue. Il y a des très grands clubs qui pourraient jouer. Et donc, entre mourir ou avoir une solution, je pense qu'ils préfèrent la solution. Parce que pour l'instant, ils sont tous en train de prendre le chemin de la mort. Il est de devenir un concurrent de la Première Ligue, qui a besoin de personne, parce que la Première Ligue, elle est un championnat mondial. Donc, je pense c'est pour ça que la Première Ligue est un exemple. Les clubs anglais ont vite tourné le dos. Enfin, en tout cas, les dirigeants ont très vite rejoint leurs supporters parce qu'ils n'ont pas besoin. Moi, je me demande s'il n'y a pas des clubs anglais. Vous, sans dire les noms pour pas leur causer de problème, est-ce que vous pouvez nous dire sûr que vous parlez également à des clubs anglais? Alors, ils vont appeler les 6 demain matin. Et ils vont appeler les 6 comme ils le font. C'est toi ou c'est l'autre? Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Enfin, non, mais sans blague. Elle a un intérêt particulier, cette compétition européenne, qui soit bien gérée en Europe pour les clubs anglais aussi. C'est qu'elle est gérée par les clubs et qu'on est sûr que quand il existe une règle de fair play, par exemple, elle est appliquée. C'est qu'on n'a plus peur d'une sanction arbitraire parce que quelqu'un se lève un matin à Nyon et puis décide qu'il va sanctionner. Les règles sont claires, sont appliquées. Et puis on arrête de se cacher derrière des grands concepts. On peut pas... Daniel. Je voulais savoir pour les soutiens politiques de Séphérine. Daniel, les soutiens politiques de Séphérine ne vous effraient pas parce que beaucoup de chefs de gouvernement s'étaient un peu élevés pour le soutenir? Je pense qu'on est dans l'Union européenne, on ne doit pas avoir peur. On a des libertés qui sont fondamentales. Le tribunal de justice de l'Union européenne va donner un avis. Et puis cet avis va, je pense, être accepté et suivi par tout le monde. Les hommes politiques n'ont pas envie de faire des choses qui sont hors la loi. Alors si on explique bien aux hommes politiques ce qu'on est en train de faire, ils n'ont aucune raison de s'opposer aux 10 principes, comme vous l'avez dit. Vous avez dit que c'est difficile de s'opposer à un dialogue qui soit basé sur ces 10 principes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne vient pas avec un format. On vient avec une demande de dialogue autour de ces 10 principes. Mais on attend avec impatience qu'on peut discuter. Avec impatience le format. Je vous invite à participer. Aussi, vous êtes très collégial, dis donc. Peut-être que Daniel va décider du format de la prochaine Coupe d'Europe. Pourquoi pas? Si vous cherchez un président, Daniel est candidat. Pourquoi pas? Oui. Non, ça, j'avais postulé pour la FIFA, pour l'UEFA, pour la 3S et pour la Légion d'honneur également. Là, celle-là, j'avais pas pensé. Celle-là. Merci. C'est un poste auquel j'avais pas pensé. Anas Lagrari, merci. On attend avec impatience également la décision de la Cour européenne. En tout cas, s'il faut dire de justice, ça donne envie d'en savoir plus sur le format. On veut le format, ce qui sera décisif en fait, même dans l'esprit des supporters qui nous écoutent. Et les supporters européens en général, c'est ce qui va conditionner la réussite ou pas, aussi l'aval des supporters. Merci encore une fois, Anas Lagrari. À très vite, on l'espère. On se reparle après notamment la décision de la Cour européenne de justice.